علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن القلاصادي. Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme de science d'Al-Andalus qui a vécu une grande partie du XVe siècle, c'est-à-dire les derniers moments de la présence musulmane dans la péninsule ibérique. Il appartient à une génération qui, malgré les offensives victorieuses des armées chrétiennes du Nord, a continué à s'accrocher à sa terre natale. Il est aussi le témoin de l'accélération du phénomène de migration des élites d'Al-Andalus vers le Maghreb. Sur le plan régional, c'est tout l'Occident de l'Empire qui est désormais menacé. Parallèlement au grignotage de ce qui reste comme territoire en Espagne, on assiste, dès la fin du XIVe siècle, à des attaques ponctuelles contre les côtes maghrébines. Expédition génoise contre Mahdiya, siège de Bouna par les Aragonais, destruction de Tétouan par les Castillans. Puis, à partir du XVe siècle, cette politique d'incursion limitée fait place à la conquête et à l'occupation de ports stratégiques sur les côtes maghrébines. Les Portugais prennent Ceuta en 1415 et Tanger un peu plus tard, en 1471. Puis, c'est l'offensive des Castillans. Après la chute de Grenade en 1492, ils occupent Melilla, puis Mers el-Kébir, dans le Maghreb central, avant de contrôler Ténès, Alger et Béjaïa. Sur le plan culturel et scientifique, la tendance observée déjà par Ibn Khaldoun durant la seconde moitié du XIVe siècle s'accentue tout au long du XVe. Cela se traduit dans le domaine de la recherche par un arrêt quasi général et dans l'enseignement par une baisse progressive du niveau. Il en a découlé une production scientifique répétitive qui visait un public de plus en plus ciblé. Fonctionnaires du culte et de la justice, agents comptables des services de l'État, et bien sûr, futurs enseignants pour perpétuer la tradition. Ce n'est qu'en tenant compte de ce contexte que l'on peut juger et apprécier à la fois l'itinéraire intellectuel et la contribution scientifique d'un des derniers praticiens de la science d'origine andalouse. Un homme qui a consacré une partie importante de sa vie à diffuser au Maghreb central, en Ifriqiya, c'est-à-dire le Maghreb oriental, et en Égypte, ce qui lui était parvenu de la tradition mathématique arabe des siècles précédents. Il s'agit de Ali al-Qalaصadi. Il est né autour de 1412, dans la petite ville de Baeza, au nord-est de Grenade, la capitale de la dernière principauté andalouse, encore entre les mains d'un pouvoir musulman. Après l'apprentissage de l'arabe et du Coran, il acquiert une première formation en mathématiques, avant de se perfectionner en grammaire et en sciences du calcul. C'est également durant cette période qu'il acquiert de solides bases en droit et en sciences des héritages. Il a 24 ans, lorsqu'en 1436, il décide de traverser le détroit de Gibraltar pour aller à Tlemcen, capitale d'un petit royaume prospère, vivant de l'agriculture et du commerce. Sur le plan culturel et scientifique, la politique menée dans ce domaine tout au long du XIVe siècle par les rois ayanides avait rendu cette cité très attractive. Al-Qalaصadi va rester 8 années dans cette ville. Pendant ce long séjour, il assistera à des cours sur l'exégèse du Coran, le droit, l'astronomie et les mathématiques. Sur cette dernière discipline, il nous informe que les enseignements de tous ses professeurs se basaient sur des ouvrages d'auteurs maghrébins du XIVe siècle. C'est également dans cette ville qu'il publie ses premiers manuels d'enseignement qui traitent de différents aspects de la science des héritages. En 1444, Al-Qalaصadi décide de séjourner un certain temps à Tunis, où il arrive après une douzaine de journées de voyage par bateau.
La capitale du Maghreb oriental était encore un important pôle culturel et scientifique. Pour favoriser l'enseignement supérieur, les dirigeants du pays avaient eux aussi financé des projets de madrasa. C'est dans deux d'entre elles d'ailleurs, la Madrasa Jadida et la Muntasiriya, nouvellement construite, qu'Al-Qalasadi suivra des cours de perfectionnement en droit malikite et en astronomie appliquée. Il s'intéressera même à la médecine, mais il ne semble pas avoir achevé sa formation dans ce domaine. Parallèlement à ses études, il poursuit ses activités de publication en se concentrant sur des matières mathématiques. C'est à cette époque qu'il publie l'un de ses manuels les plus connus dans ce domaine, intitulé « Le soulèvement de la tunique sur la science du calcul ». En 1447, il a alors 36 ans. Il décide de faire le pèlerinage de la Mecque. Et comme l'ont fait des milliers de scientifiques et d'hommes de culture avant lui, il en profite pour faire un long séjour au Caire. Là, comme ses prédécesseurs, il suit les cours des grands professeurs de la prestigieuse cité. D'ailleurs, il y revient après le pèlerinage, mais pour un court séjour, parce qu'il commençait à ressentir de la nostalgie pour son pays, qu'il avait quitté 15 ans plus tôt. Après de longues semaines de navigation, il est de retour dans sa ville natale. Puis, après un séjour de quelques années, il décide de s'installer à Grenade. Il y restera une trentaine d'années, au cours desquelles il se consacrera à l'enseignement et à la publication d'ouvrages d'enseignement. Mais, en ce dernier tiers du XVe siècle, le climat politique à l'intérieur du royaume de Grenade se détériore sérieusement et les menaces extérieures sont de plus en plus inquiétantes. Il semble que ce soit cette situation très dégradée qui a poussé Al-Qalasadi à quitter l'Andalous. Il arrive à Tlemcen en 1483, mais il n'y restera pas longtemps. Il repartira cette fois à Béja, en Ifriqiya, où il vivra jusqu'à sa mort en 1486. 6 ans plus tard, Grenade, la dernière cité musulmane d'Al-Andalus, est conquise par l'armée de Ferdinand de Castille. Quelques mots maintenant sur les contributions scientifiques d'Al-Qalasadi. Dans le domaine des héritages, il a publié une douzaine d'ouvrages. Cette discipline s'adressait aux futurs juges, qui devaient bien sûr connaître les aspects juridiques de son contenu, pour savoir quels sont les héritiers légitimes de la personne décédée, mais il leur fallait aussi maîtriser les outils et les procédures mathématiques nécessaires au calcul des parts revenant à chaque héritier. Le contenu de cette partie technique était resté très classique pendant des siècles. Mais le passage d'Al-Qalasadi à Tlemcen et les cours qu'il y a suivis, lorsqu'il était étudiant, lui ont probablement fait connaître une méthode nouvelle qui y était enseignée. Son inventeur est Al-Qurashi, un mathématicien du XIIe siècle, originaire de Séville, et qui a enseigné à Béjaïa. En mathématiques, Al-Qalasadi s'est limité à 2 disciplines qui étaient encore enseignées à plus ou moins grande échelle, la science du calcul et l'algèbre. Grâce au style de l'auteur et à la clarté de ses exposés, la quinzaine de manuels qu'il a rédigés dans ces 2 domaines a fini par remplacer la plus grande partie des écrits antérieurs. Certains de ces livres seront copiés, enseignés et commentés jusqu'à la fin du XIXe siècle, comme en témoigne un commentaire écrit par le grand théologien du Maghreb central, Cheikh Tfayish, de Ghardaya, qui était encore vivant au début du XXe siècle. À ce propos, je dois signaler le rôle d'Al-Qalasadi dans la diffusion d'une autre invention, présente à Séville dès la seconde moitié du XIIe siècle. Il s'agit du symbolisme arithmétique et algébrique. C'est un ensemble de symboles, qui sont des lettres de l'alphabet, qui expriment soit des opérations, soit des objets mathématiques. Auparavant, et dans tous les ouvrages arabes, les objets et les opérations mathématiques étaient exprimés en toutes lettres par des mots et par des phrases, ce qui allongeait considérablement un texte scientifique et rendait sa compréhension très difficile, surtout pour les débutants. Ce nouvel outil, pour l'époque, a d'abord circulé au Maghreb, où des professeurs de mathématiques l'ont introduit dans les manuels d'enseignement. Puis il a commencé à circuler, d'abord au Caire,
puis à Istanbul. On en a même trouvé des traces dans des manuels latins de l'Europe médiévale. C'était là l'histoire d'un homme de science qui n'était pas un grand savant. Mais, par ses enseignements et par ses publications, il a eu le mérite de préserver une partie du patrimoine mathématique produit au cours des siècles antérieurs. Il l'a fait à une époque où sa patrie, l'Andalus, vivait ses dernières heures avant sa disparition définitive. C'était aussi l'époque où, grâce à son enseignement et à celui de ses collègues, le niveau des mathématiques n'avait pas encore été dépassé par celui de l'Europe. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.